Alors que la crise économique fait des ravages partout dans le monde, avec plus de 250 millions d'emplois à temps plein supprimés en 2020, et que la crise sanitaire continue de battre son plein, partout dans le monde, les travailleurs et la jeunesse relèvent la tête. Le 1er février, les militaires birmans se sont emparés de l'hôtel de ville et ont barré les routes avec des véhicules blindés pendant que des hélicoptères survolaient le centre et que l'aéroport de Rangoon et les liaisons internationales étaient interrompues. Par ce coup d'état militaire, l'armée a renversé Aung San Suu Kyi sous le prétexte que les élections avaient été truquées et a décrété l'état d'urgence pour 1 an, le temps de vérifier les scrutins et d'organiser de nouvelles élections. Immédiatement, des centaines de milliers d'ouvriers et d'ouvrières sont descendus dans les rues pour défendre leur liberté démocratique menacée par le coup d'État. Ces dernières années, la classe ouvrière du pays, et en particulier celle du secteur du textile, a connu un processus d'organisation syndicale et de lutte contre la répression patronale et les suppressions de postes, comme en mars dernier. Ce n'est donc pas surprenant si c'est la classe ouvrière qui a pris la tête du mouvement contre le coup d'État. Jusqu'à maintenant, le mouvement a fait face à une répression féroce qui n'a cependant pas découragé les manifestants. Ainsi, depuis le début du mouvement, les militaires ont procédé à 400 arrestations. Si pour l'instant, le mouvement semble relativement canalisé par la défense d'Aung San Suu Kyi et de son parti, rien ne garantit qu'il se limitera à ses revendications. Dans le même temps, les images de la mobilisation paysanne en Inde ont fait le tour du monde. Le 26 janvier dernier, jour de la fête de la République indienne, des centaines de milliers de travailleurs agricoles venus de tout le pays ont pris d'assaut le Fort Rouge à New Delhi. Avec plus de 100 000 tracteurs, ils ont fait face aux forces de sécurité et ont occupé le monument en protestation contre les réformes agricoles du gouvernement. Pour comprendre d'où vient l'ampleur et la détermination de la mobilisation paysanne en Inde, il faut revenir quelques mois en arrière. Alors que le début de l'été 2020 avait été marqué par des ordonnances dans plusieurs États du pays qui, sous prétexte de crise économique, ont suspendu la plupart des acquis sociaux des travailleurs indiens, au mois de septembre, le gouvernement de Narendra Modi a accéléré le pas et voté un nouveau code du travail ainsi qu'une réforme des lois agricoles. Au programme, augmentation de la durée et de la charge légale de travail, facilitation des licenciements et libéralisation de nombreux secteurs, y compris de l'agriculture. Face à ces nouvelles réformes ultralibérales, la journée du 26 novembre marque une nouvelle étape dans la mobilisation contre le gouvernement. Ce jour-là, 200 millions de travailleurs des principaux secteurs industriels font grève dans tout le pays. C'est presque 40% de la population active en Inde. Le lendemain, face à un gouvernement qui fait la sourde oreille, ce sont les travailleurs de l'agriculture qui prennent d'assaut les rues de New Delhi. Des centaines de milliers de paysans s'organisent, construisent des barrages sur tous les axes principaux et commencent un blocage de la capitale. Bien que la répression des forces de l'ordre soit très dure, avec plus de 150 morts déplorés chez les paysans depuis le début du conflit, leur détermination semble indéfectible. Le blocage a tenu tout l'hiver avec le soutien des habitants de New Delhi et on fait face aux nombreuses offensives policières. पे लाठी और गोले बरसाए जा रहे हैं, आंसू गोले। किसान शांतिपूर्वक से आंदोलन कर रहा है झंडा चढ़ाने के लिए। हमने कोई गुरुबार नहीं करा। पहले पुलिस ने हम पे आंसू गोले लाठी मारे हमारे किसानों के ऊपर। Si les paysans sont aussi déterminés à tenir, c'est parce que pour beaucoup d'entre eux, le retrait des lois agricoles est une question de vie ou de mort. En effet, les réformes qu'a votées le gouvernement permettront aux grands industriels de l'agrobusiness d'acheter directement les récoltes aux petits producteurs sans passer par l'État et le prix minimum qu'ils garantissaient jusqu'alors. Cette suppression du tarif minimum va pousser les paysans à baisser leurs prix et à s'endetter pour pouvoir faire face à la concurrence. Ce qui risque de pousser de nombreux paysans à devoir vendre leurs terres à de plus gros producteurs. Et plutôt que de répondre aux revendications de plus de 250 millions de travailleurs indiens, depuis 2 mois, le gouvernement de Narendra Modi essaye par tous les moyens de mettre fin à la contestation. Après avoir notamment essayé de négocier en suspendant temporairement les réformes, il cherche désormais à étouffer la mobilisation paysanne en coupant l'accès à Internet dans la capitale et en demandant à Twitter de censurer et de supprimer des centaines de comptes militants. Pourtant, malgré toutes ces tentatives, la mobilisation ne désemplit pas et les paysans indiens semblent bien déterminés à aller jusqu'au bout du conflit. Pendant ce temps, en Grèce, la jeunesse manifeste de façon massive depuis 1 mois contre un projet de loi ultra-sécuritaire. Le gouvernement de Kyriakos Mitsotakis prévoit en effet d'instaurer un corps de police spécial pour les universités, composé de 1000 policiers munis de matraques et de sprays anti-agression. Le projet prévoit aussi de mettre en place des caméras de surveillance et de mettre en place un conseil de discipline où professeurs et policiers pourront discuter de sanctions en cas d'actes répréhensibles.
De nombreux universitaires dénoncent le projet de loi qui semble encore plus scandaleux lorsque l'on sait qu'il prévoit 20 millions d'euros pour la création du corps de police spécial pour les universités, quand, dans le même temps, le budget annuel de l'enseignement supérieur est de 91,6 millions d'euros. Ce projet de loi s'inscrit dans la droite lignée de la politique sécuritaire du gouvernement Mitsotakis, qui, depuis le début de son mandat, a renforcé la politique anti-migratoire de la Grèce, renforcé les effectifs de police et de l'armée et expulsé les squats anarchistes et de migrants dans l'Athènes. Tout comme le gouvernement français qui a tenté de criminaliser les occupations étudiantes, le gouvernement grec se prépare aux prochaines explosions sociales en faisant passer des lois répressives. Car en Grèce, la colère gronde face à une crise économique qui dure depuis 13 ans et qui a divisé les salaires par 2 voire 3, baissé les retraites et augmenté le coût de la vie. Mais la jeunesse grecque compte bien ne pas se laisser faire et continue de sortir dans les rues toutes les semaines.